Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à la librairie. Merci pour votre présence fidèle et sympathique. Je reçois ce soir Angelo Pellegrini, qui fut le compagnon, le mari de Goliarda Sapiens, et qui vient présenter donc ce soir un livre qui vient d'être traduit en français, mais qui est inédit pour les lecteurs français, donc, qui s'appelle Goliarda Sapiens. Voilà. Bon, Goliarda Sapiens, ça vous le connaissez, c'était un écrivain majeur de la littérature italienne qui a disparu il y a quelques années et qui a eu du succès, beaucoup de succès, surtout en France, un succès posthume. Voilà, ses écrits ont été découverts, ont été édités, et donc Angelo Pellegrini rend grâce au public français pour cette reconnaissance envers cet écrivain. Alors, je crois que vous êtes invité du Salon d'Arras. Le salon d'Arras qui a lieu demain 1er mai. C'est un salon d'expression populaire de critique sociale qui a lieu depuis un certain nombre d'années. Je les remercie puisque c'est grâce à eux donc, que cette réunion a lieu ce soir. Donc merci pour votre présence. Merci à Nathalie Castagnier qui est la traductrice d'Angelo Pellegrino. Merci à Lucie Eppel qui représente donc la maison d'édition qui vient de rééditer ou d'éditer, je ne sais pas si c'est réédité. Voilà, L'Art de la Joie, qui fait vraiment le grand succès de librairie de Goliarda Sapiens. Merci pour votre attention. Je laisse la parole donc à Lucie qui va vous présenter ce livre-là et puis voilà, l'histoire de Goliarda Sapiens avec Angelo Maria Pellegrini. Merci Maud. J'en profite pour dire que toute l'équipe des éditions Le Tripode remercie la librairie EVO et également le salon d'expression populaire et de critique sociale. Et puis Nathalie Castagnier, qui est traductrice de toute l'œuvre de Sapienza. C'est Nathalie Castagnier qui a traduit la première édition, à l'époque en 2005 aux éditions Vivianami, et qui depuis, pour le Tripode, qui entreprend l'édition de l'intégrale de l'œuvre de Sapienza, traduit chaque livre et qui fait un travail remarquable. Et puis merci à Angelo d'être venu de Rome, et puis ensuite de Paris à Lille, et de Lille à Arras. D'Arras à Paris. Oui, d'Arras à Paris. Donc voilà, alors Angelo, vous habitez à Rome, vous êtes comédien, écrivain et traducteur et éditeur. Et donc vous avez été le dernier compagnon de Goliarda Sapienza, et plus que ça, le témoin privilégié de la genèse de son chef-d'œuvre, donc L'Art de la Joie. Vous avez dit hier en rencontre en librairie que L'Art de la Joie est en quelque sorte le bébé que vous aviez fait ensemble. Donc on reviendra sur cette histoire. Sì, l'ultima parola è interessante. Sì, hai detto bene che L'Arte della ragione era il bambino che avete avuto insieme con le Arbette, Lucie, Je suis très heureux d'être ici. Et je suis très heureux de parler de Goliarda à Lille. Je remercie vous, mais je préfère parler en italien pour être plus précis pour pouvoir dire mieux ma histoire avec Goliarda. Et puis c'est une librairie internationale. Il y a peut-être autant de personnes qui parlent italien que français ici. Ma traduzione è très brava. Allora, io parlo. Sì, va bene. La domanda è molto difficile, era molto bella e imbarazzante un po', perché parla di un figlio, vero? In effetti l'arte della gioia, molti di voi conoscono le sue vicende, è stato rifiutato da tutti gli editori, i maggiori editori italiani, e Goliarda non ha avuto la gioia di poterlo vedere in libreria. Soltanto dopo la sua morte ho potuto fare la piccola edizione di 1000 copie che poi però piano piano è arrivata fino in Francia. Nathalie Castagnier l'ha scoperta lei e comincia la sua gloria. La question, disait Angelo, est difficile et embarrassante, et comme vous
le savez, enfin certains d'entre vous le savent sans doute, Goliarda n'a pas connu l'édition de l'Art de la joie de son vivant, et donc Angelo finalement s'est chargé d'arriver à faire vivre, j'interprète un peu, je me modifie un peu, de faire vivre cette œuvre, et puis voilà, et puis elle a été découverte en France. Enfin, on me l'a donnée à lire, et c'est vrai que j'ai eu une réaction complètement enthousiaste qui a fait que le livre a été publié donc à l'époque chez Viviane Ami. En France pour la première fois, et pour donner quelques chiffres, donc c'était en 2005. L'édition à l'époque, grand format et l'édition poche, on a dépassé les 200 000 exemplaires de vente. Pour un livre qui fait 600 pages. Donc c'est extrêmement rare, c'est vraiment une histoire éditoriale qui a commencé en France. C'est grâce au succès français que les fameuses éditions Einaudi ont décidé de publier Sapienza dans toute l'œuvre, dans son intégralité. C'est vraiment une histoire éditoriale. Allora, quando ho conosciuto Goliarda, lei aveva molti più anni di me, ormai non poteva più avere figli. Quand Angelo a connu Goliarda, elle était nettement plus âgée que lui, elle ne pouvait pas elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Il nostro figlio è stato l'arte della gioia. Et leur enfant a été l'art de la joie. Perché Goliarda me lo affidò interamente per la sua revisione. Parce que Goliarda l'a confié entièrement à Angelo pour sa relecture. Si fidava molto di me, mi stimava e mi ha detto fai tu liberamente. Elle avait grande confiance en lui et elle lui a confié le manuscrit en disant vas-y, fais, vois toi-même, et donc il a travaillé sur le manuskript. E un lavoro lungo e complesso perché il romanzo era ancora più grande, ma bisognava naturalmente fare un editing di una certa forza, e il lavoro è durato 2 anni, un lavoro bellissimo, entusiasmante, perché vidi subito che si trattava di un grande romanzo. Lavoravamo ovunque, in aereo, in treno, sugli scogli, sulle spiagge, nei bar, nei ristoranti, dappertutto si poteva lavorare, anche se non era facile, ma era tanta la bellezza di questa opera calda, affascinante, potente, che permetteva anche di lavorare appunto sugli scogli, sulle montagne, sugli aerei, dappertutto. Donc voilà, c'était un travail évidemment long et difficile parce qu'il fallait faire c'est un livre qui était encore nettement plus long que ce que vous connaissez, qui est déjà assez long. Et il a quand même fallu faire une sorte de travail éditorial important pour que ça prenne des proportions plus je sais pas, transmissibles. Et voilà. Mais c'est un travail difficile, certes, mais absolument passionnant, et qu'il a et qu'ils ont, je pense, toutes les deux. Ouais. Tous les deux poursuivis partout, que ce soit sur la plage, dans les avions, sur des rochers, partout. Voilà, parce que c'était c'était très très enthousiasmant évidemment de travailler sur un texte pareil où Angelo a tout de suite reconnu un chef-d'œuvre. E allora era diventato, questo libro era diventato il nostro figlio, il figlio che non avevamo potuto avere di questo grande amore, perché è inutile negarlo, fu un grande amore. Ce livre est donc ainsi devenu l'enfant qu'ils n'ont pas pu avoir de l'amour qui les unissait, qui était effectivement un grand amour. Questo grande amore era nato da questo libro anche, cioè lavorando a questo libro è nato questo amore, come appunto, per ripetere ancora una volta quello che abbiamo detto ieri, Dante, Galeò fu il libro e chi lo scrisse nella commedia, oui, cet amour est également né du livre. Et Angelo citait le vers célèbre de Dante où il dit Galileo fu il libro e chi li scrisse, l'histoire de Francesca da Rimini où Francesca et Paolo lisent ensemble l'histoire de Lancelot et Guenièvre, et c'est ce qui fait céder les barrières et tombent dans les bras l'un de l'autre en lisant l'histoire de 7 autres adultères.
Voilà, il n'y avait pas d'adultère. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Allora, quando poi cominciarono i rifiuti editoriali e il libro dopo un po' fu abbandonato, nel senso che la vita incalzava, tanto altro da fare, altro da scrivere anche, l'arte della gioia languì per molti anni in una cassapanca nel mio studio ed era un po' come il figlio nostro che non era nato però, non era riuscito a uscire alla luce, a andare libero per le strade, a incontrare la gente, insomma a vivere. Quindi lo vivevamo con dolore un po' insieme, come un figlio abortito e che ci faceva soffrire. Il y a eu les refus éditoriaux, et puis bon, beaucoup de refus éditoriaux, et puis la vie continuait, pressée, et donc il fallait passer un peu à autre chose, à d'autres écrits également, mais restait ce livre donc inconnu de tous, qui était dans un coffre, et qui était entre eux un peu comme un enfant, certes, mais un enfant avorté, et c'était évidemment une grande souffrance. E allora, poi Goliarda morì improvvisamente. Et puis Goliarda est morte brutalement, E io sono rimasto solo, et ma Angelo est resté seul. in che senso? 2 volte solo, perché prima eravamo in 2 a credere in questo capolavoro, Mais 2 fois seul, parce qu'ils étaient 2 avant à croire dans ce chef-d'œuvre, e ci aiutavamo insieme. et ils s'entraidaient, ils s'aidaient mutuellement. In 2 non si può essere pazzi, in 2 è difficile. On ne peut pas être fou à 2. Ma da solo era molto pericoloso per me. Mais une fois resté seul, c'était très dangereux pour lui. L'unica cosa era pubblicare presto questo libro, La seule chose qui restait à faire, c'était de publier vite ce livre, anche come omaggio a lei e alla sua grandezza, ne serait-ce que comme un hommage à elle et à sa grandeur. ma bisognava ancora rivedere il lavoro Mais il fallait encore revoir le travail. e dunque ho fatto il lutto doloroso per la morte di Goliarda con la felicità però del lavoro sul testo un'altra volta. Et donc, à la fois, il a fait le deuil, il a connu le deuil douloureux de la mort de Goliarda et le bonheur de travailler encore sur le texte, que je le rappelle donc, comme il l'a dit, elle lui avait vraiment confié. Poi ho fatto questa edizione di 1000 copie Puis il a fait une édition il a pu faire une édition de 1000 exemplaires. non se ne è accorto nessuno. Personne ne s'en est rendu compte. Ogni giorno passavo da una libreria importante a Roma, una catena di librerie come FNAC, si chiama, no? Feltrinelli, che aveva preso 2 copie di questa edizione e le teneva in alto su una scaffalatura, dietro una colonna addirittura, dietro altri libri, queste 2 copie. Et donc Angelo passait à Feltrinelli, qui est un peu comme la FNAC ici, et à Rome, et il voyait les 2 exemplaires, les 2 malheureux exemplaires qu'il avait réussi à leur donner sur une étagère là-haut, sur la plus haute étagère possible, derrière une colonne, derrière d'autres livres. Possibile da vedersi. Évidemment, impossible de les voir. Ogni giorno passavo per vedere io quei libri, le 2 copie, per vederle almeno io. Et il passait tous les jours dans la librairie pour au moins lui voir ses livres, mais personne d'autre ne les voyait en fait. Un giorno, Un jour, passando di nuovo da Feltrinelli, mi accorgo che manca una copia. je crois que vous avez tous Una copia! Mancava una delle 2 copie. miracle. Ho detto, darei un braccio per sapere chi è che ha comprato quella cosa. È stata la ricerca più spasmodica, affascinante, ma impossibile. Chi era? Voilà, il aurait tout donné pour savoir qui avait pris enfin un exemplaire de ce livre, mais bon, c'était une recherche impossible évidemment.
impossible de savoir qui était la personne qui avait pris l'exemplaire, sur les deux, un exemplaire de l'Art de la joie. Circa 30 giorni dopo scompare anche la seconda copia. Allora veramente Alors, le miracle. second exemplaire due disparaît miracoli. un mois après. Deux miracles. Fermiamoci qui perché poi Arrêtons là. la storia cambia a un certo punto c'è una seconda edizione, cioè, che nasce perché ho dato questo libro a un'amica di una mia amica che era una dirigente della RAI che ha girato un cortometraggio su Goliarda, Oui. Vuoti di memoria, no? Donc il y a eu une seconde, enfin l'histoire change après parce qu'il y a eu une seconde édition de l'Art de la joie. Angelo a rencontré une amie d'amis, enfin qui travaillait à la RAI et qui a fait un court métrage sur Goliarda. Dal titolo L'arte di una vita. L'arte di una, oui, voilà, dont le titre était L'art d'une vie. Era una serie di cortometraggi su personaggi della cultura italiana che erano stati dimenticati. Ah, c'était oui, une série de courts-métrages sur des personnages de la vie culturelle italienne qui avaient été oubliés. E il cortometraggio di Goliarda, L'arte di una vita, apriva la serie di questi Et cortometraggi. le court-métrage sur Goliarda ouvrait la série de ces films. Fatto molto bene, molto commovente, girato a casa mia, girato anche a Gaeta, con molto materiale. Piacque molto alla RAI, la quale mandava sempre questi documentari in ore impossibili, o alle 4 del mattino, alle 2 di notte, a Natale, alle 8. La prima volta uscì alle 8:30 del giorno di Natale. Beh, ti racconto. Oui, donc ce court-métrage qui est en effet, enfin je l'ai vu, qui est très émouvant, bien fait, et qui a été tourné dans leur maison de Rome et à Gaeta où Angelo a une maison aussi, où Goliarda a beaucoup vécu et est morte d'ailleurs. Ce court-métrage a beaucoup plu à la RAI, mais ça ne l'empêchait pas apparemment de le diffuser à des heures absolument impossibles, à 4 heures du matin, enfin bon, à 8h30 du soir le jour de Noël, des heures où personne ne pouvait le voir en fait. Però, miracolosamente, la RAI lo ha ripetuto tante volte, sempre alle 4, alle 3, alle 2, Mais ma tante volte, non è mai accaduto questo. malgré ces horaires impossibles, la RAI a repris beaucoup ce court-métrage. E allora i distributori, che sono sempre sensibili ai mass media, hanno detto al mio piccolo editore facciamo un'altra edizione, Et si bien que sono 5.000 copie. que les distributeurs ont dit à la petite maison d'édition d'Angelo, mais faisons une autre édition de 5000 exemplaires de l'Art de la joie. Uno di questi esemplari è andato poi a Francoforte. Et l'un de ces exemplaires de l'Art de la joie s'est retrouvé à Francfort, à la foire du livre de Francfort. E lì è stato notato da una tedesca, tedesca che legge però in 8 lingue, quindi leggeva l'italiano, e si accorse di questo strano romanzo sconosciuto, assolutamente ignoto a tutti, che però la catturò, come avesse una forza magnetica da cui fu attratta, lo lesse e poi il resto della storia la racconterà Nathalie Castagnet, traduttrice grandissima dell'opera a cui tutti noi, italiani e francesi, dobbiamo moltissimo. Donc, le livre se retrouve à la foire de Francfort et là, une agente allemande, Waltraud Schwarz, le découvre, tombe sur ce livre, commence à le lire, est complètement captivée, comme prise par une force magnétique. Et à ce moment-là, donc à moi de raconter, en parle aux éditions Viviane Ami, où à l'époque travaillait Frédéric Martin, qui est maintenant l'éditeur du Tripode. Et elle dit, d'après ce qu'on m'a raconté, elle dit voilà, c'est un livre complètement atypique. L'auteur est morte.
Il est très long, mais ça peut vous intéresser. Enfin, il est très long, il a tout contre lui finalement. On ne va pas pouvoir inviter l'auteur, il est d'une longueur inhabituelle, il ne ressemble à rien. Enfin, bon. Mais pour vous, ça peut être intéressant. Et là, c'était, je pense, en décembre 2003, Frédéric, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui avait vu sans doute que j'avais traduit quelques livres chez Viviane Ami, j'avais traduit quelques livres de l'italien, m'appelle et me demande si j'accepterais de lire le livre, puisque personne ne connaissait suffisamment l'italien dans la maison d'édition pour pouvoir le lire. Et je lui ai dit oui, enfin j'avais des choses à finir, je lui ai dit oui, mais je vais le lire dès que je pourrai, envoyez-le-moi. Et en janvier 2004, je commence la lecture de l'Art de la joie, et moi aussi, je suis complètement captivée, prise en effet par ce magnétisme extraordinaire. Et je me dis moi aussi que je me trouve face à un chef-d'œuvre. Donc je continue la lecture avec angoisse, parce que le livre est très long. Je lis la première partie qui est extraordinaire. Je me dis, mon Dieu, pourvu que ça continue, on ne sait jamais. J'avais été lectrice et je sais qu'il y a des livres qui peuvent commencer très bien et devenir très faibles ensuite. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et sur la longueur, pour tenir 600 pages et quelques, bon, et je continue, et je vois qu'il y a des choses extraordinaires partout. Donc, j'étais complètement survoltée, j'en parle à tous mes amis à Montpellier, puisque je ne suis pas à Paris, je suis dans le sud de la France, j'en parle à mes amis, je me prépare à faire un rapport de lecture convaincant, parce que je tenais absolument à ce que ce livre soit publié. Donc je fais mon rapport de lecture. Pour être bien sûr de mon fait, je le lis à 2 amis en leur disant « Est-ce que c'est suffisamment parlant et convaincant ?» Je traduis un texte très beau que Angelo avait écrit sur Goliarda, que je trouvais, mais où on sentait justement un amour. Enfin, je ne savais pas du tout ce qui les avait unis à l'époque, mais on sentait une compréhension de la personne et de l'écrivain qu'elle était, de l'écrivain qu'elle était extraordinaire. Et donc ce texte m'avait énormément parlé et ému. Donc j'ai traduit également ça, et j'ai traduit le petit texte de présentation parlant de l'héritage de Goliarda, enfin qui étaient ses parents, qui étaient donc des socialistes révolutionnaires. Et voilà, et puis je fais donc un rapport de lecture complètement enthousiaste, qui correspondait absolument à mon sentiment, de toute façon, en disant il faut absolument publier ce livre. Et le lendemain, j'ai envoyé ça par internet, le lendemain on m'appelle de la maison d'édition me disant on le prend. Voilà, l'histoire a commencé comme ça, et elle s'est continuée, je le raconte parce que quand même c'est une chose très, très étonnante, c'est une très belle histoire. Elle s'est continuée par le fait, j'ai attendu en tremblant un peu que toutes les questions je dirais administratives se résolvent, c'est-à-dire l'achat des droits, etc. Bon, ça a duré quelques mois. Puis j'ai rencontré Frédéric à Paris qui m'a dit « ça y est, c'est fait, on a les droits, vous pouvez commencer ». Je demande 6 mois parce que je ne voulais pas être précipitée non plus pour traduire le livre. Enfin, 6 mois à partir de juillet ou août, en sachant donc, que je le rendrai vers février. Et je me suis mise en effet à le traduire. Frédéric m'avait demandé 50 pages, je lui en ai envoyé 100 en fin juillet, je crois, complètement portée par le texte. Et ensuite, j'ai envoyé, il me semblait que j'étais la seule en France, c'était d'une certaine façon vrai, à connaître le contenu de ce livre. C'était quand même une énorme responsabilité que je prenais, hein, parce que dire à une maison d'édition, publier un livre qui donc était d'un auteur totalement inconnu, qui n'avait eu aucun succès en Italie, qui n'était plus là pour témoigner de ce qu'elle avait fait, un livre de cette dimension, enfin, bon, et complètement atypique par rapport à tout ce qu'on connaissait, quasiment. C'était une très très grande responsabilité. Et à cause de ça, et aussi à cause de mon désir, je crois, de transmettre le texte, j'ai fait une chose qu'on ne fait pas habituellement, qui a été, il y a 4 parties dans l'Art de la joie, d'envoyer la première
première partie, puis la seconde, puis la troisième, puis la quatrième, au fur et à mesure du temps où j'avais traduit ça. Et non, si je parle d'une aventure étonnante, c'est que j'ai eu vraiment l'impression d'un feu qui se transmettait. De Angelo qui avait porté, ce qui est une chose totalement inhabituelle aussi, d'autant qu'il faut ajouter, Lucie l'a dit, qu'Angelo écrit lui-même. Et un auteur a quelques tendances à être égoïste. Or, il a porté pendant des années l'œuvre de Goliarda. Bon, certes, il avait un lien d'amour avec elle, mais malgré tout, c'est assez atypique, ça aussi. Et ça n'est pas, ça n'est pas si fréquent que ça. Il a porté cette œuvre d'une certaine manière. Moi, je l'ai porté avec tout mon enthousiasme aussi. Ce feu s'est transmis à la maison d'édition, qu'il a transmis très rapidement. Il y a eu un travail éditorial remarquable qu'il a transmis à des libraires, à des critiques. J'avais à peine fini la traduction que déjà on envoyait la première page à un certain nombre de personnes à Paris, et le livre a été envoyé avant sa publication, ce qui se fait traditionnellement, mais j'ai senti que le feu, on l'entretenait, et qu'on ne lâchait pas, le feu était entretenu. Et donc il y avait, voilà, ça a été un énorme succès, mais qui venait aussi, je pense, d'un travail éditorial qui était très très bien fait. Enfin, le succès, on ne peut pas le prévoir. Mais je veux dire, s'il n'y a pas au moins, pour un livre de ce genre, ce travail préliminaire fait, c'est sûr qu'il n'y aura pas de succès. Un livre de 620 ou 650 pages, je ne sais plus exactement, on ne peut pas compter sur un bouche à oreille pour un livre comme ça, dans un premier temps. Et voilà, et puis c'est parti comme ça. Je pense que Frédéric a beaucoup compté dans le travail fait sur ce livre, déjà à l'époque. Et voilà, et ça a démarré, enfin, ça a surpris tout le monde, parce qu'en effet, il a fallu rééditer, alors que c'était quand même un grand point d'interrogation au départ. Mais c'était très beau, c'était vraiment une grande aventure de traduire, de découvrir ça, de le traduire, et de voir que ce feu se propageait. Et il s'est vraiment propagé, et tellement bien pour Frédéric, vraiment, qui n'est pas là ce soir, mais ça a été quelque chose de capital, la découverte de Goliarda Sapienza. Et donc lui a voulu tout de suite que son œuvre soit traduite et soit connue. Et le succès en France a fait que l'Italie c'est tout d'un coup, enfin, s'est intéressé à Goliarda Sapienza. Et ça, c'est quand même une chose extraordinaire. Et un grand bonheur pour nous tous. Je voudrais, si vous voulez bien, Angelo, dans votre livre, vous parlez de l'œuvre de Goliarda Sapienza comme un archipel littéraire. Et je voudrais qu'on interroge cette œuvre. Si vous pouviez la décrire, quelle est l'œuvre de Goliarda Sapienza? L'Art de la joie, je crois qu'on peut dire que c'est son chef-d'œuvre. Mais voilà, c'est un archipel avec plusieurs îles. Si on pouvait en parler un petit peu, et puis peut-être à l'aune de ce qu'elle dit dans L'Art de la joie, qu'est-ce que la beauté, sinon de la cohérence? Alors, qu'est-ce que c'est que cette œuvre, et en quoi elle signe cette quête de cohérence et de beauté de l'auteur? Goliarda aveva la ricerca della coerenza. Goliarda recherchait la cohérence. Amava molto la coerenza, che non ama nessuno, intendiamoci. La coerenza non è una cosa che ha una grande stampa, anzi oggi si tende a negare la coerenza, a non essere mai coerenti. Donc Angelo estime que la cohérence est une chose que peu de gens apprécient et qu'aujourd'hui on aime plutôt l'incohérence. Alors que Goliarda c'était le contraire. La coerenza è scomoda, è faticosa, è anche, Elle est incommode, fatigante, douloureuse. Ma Goliarda intendeva un'altra coerenza, non quella Mais comune. Goliarda avait l'idée d'une autre cohérence, pas celle dont on parle communément. Per Goliarda la coerenza era la coerenza fra l'arte e la vita. Per lei l'arte e la vita erano coerenti. Pour elle, la cohérence recherchée était celle entre l'art et la vie, qui était pour elle justement cohérent. È una tesi
estrema, si intende, ma non è sciocca, è profonda se ci pensiamo bene. Cioè, noi ci conosciamo, possiamo parlare un con l'altro, guardarci negli occhi, anche definirci e comunicarci perché c'è la letteratura, c'è stata la letteratura. Siamo tutti descritti, tutti raccontati in qualche modo. C'est une thèse extrême, mais si on y pense bien, passante. Parce que finalement, si nous pouvons communiquer, nous comprendre, nous définir, c'est aussi à cause de la littérature qui nous a tous raconté et défini. Dunque, coerenza fra arte e letteratura, cioè fra vita e letteratura. Donc, cohérence entre vie et littérature. Per Goliarda non si può vivere in un modo e poi scrivere in un altro. On ne peut pas, pour Goliarda, vivre d'une façon et écrire d'une autre. Per esempio, scrivere male è negativo in assoluto, ma come si fa allora a scrivere bene? Insomma, scrivere bene significa praticamente studiare moltissimo, ma mettere la propria vita in gioco per lei, oui, la propria vita in gioco. Oui, en fait, écrire bien, c'est peut-être pas exactement le terme d'ailleurs. Pour Goliarda, écrire bien, ça veut dire mettre sa propre vie en jeu. E chiedersi, ma la mia vita si può veramente raccontare? E come raccontarla, se si può? Et se demander, mais est-ce que je peux vraiment raconter ma vie et comment la raconter? È stato detto che Goliarda Sapienza sovrapponeva l'arte sulla vita e viceversa, ma non è vero, lei teneva perfettamente separate l'arte e la vita, solo che una influenzava l'altra reciprocamente, quindi cercava una coerenza continua fra il gesto letterario e il gesto esistenziale vivente. Insomma. Oui, ce n'était pas que Goliarda reliait complètement Goliarda cherchait quelque chose dans le geste littéraire, quelque chose qui appartenait à son existence. Per questo la sua letteratura è una letteratura autobiografica. Donc ce qu'elle écrivait, sa littérature, ses écrits sont des écrits autobiographiques. E si chiama ciclo Autobiografia delle contraddizioni. Et donc malgré l'idée de cohérence, faudrait-il ajouter, donc c'est un peu plus complexe que ça, le cycle autobiographique qui est autre chose que l'art de la joie, quand même. Ça s'appelle, elle l'intitulait, ça n'a jamais été publié ainsi, mais elle l'intitulait Autobiographie des contradictions. Perché vivere è contraddirsi. Parce que vivre est se contredire. Ma la coscienza della contraddizione è coerenza. Mais la conscience des contradictions est la cohérence. E la coerenza è la bellezza. È bellezza. Et la cohérence est la beauté. Per ora basta così. Ça suffit comme ça. Pour l'instant. Sarebbe bello sentire un po' di domande, sentire un po' di conversazioni. Chiedete, chiedete. Voilà. C'est de la philosophie pure. Oui. Lucie, je crois, une question à poser, mais Angelo vous demande si vous avez des questions. Il aimerait bien entendre des questions du public. Simplement pour ceux que je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont lu L'Art de la Joie, donc c'est pour ça qu'on n'a pas même résumé le livre. Oui. Mais concernant l'autobiographie des contradictions, je pense que peut-être ça vaudrait le coup de présenter l'œuvre protéiforme de Sapienza, parce qu'il y a de la correspondance, il y a des récits qui sont autobiographiques, mais c'est aussi des autofictions. Donc voilà, présenter un peu le contenu de l'autobiographie des contradictions. S'il vous plaît, Angelo. Nella gioia però se puoi dire un po' che cosa c'è nell'autobiografia delle contraddizioni, il libro Sì, Goliarda ha scritto un
L'arte della gioia è l'unico romanzo nel senso tradizionale, cioè l'unica fiction, diremmo, anche se è una fiction molto relativa in quanto Modesta, la protagonista, è lei stessa, per quanto può essere uguale il protagonista e lo scrittore. Donc, Sì, Angelo sì, dit, scusa, pardon, oui, Angelo dit que seul l'art de la joie est un livre de fiction, encore que ce soit relatif parce que, dit-il, Modesta et en fait Goliarda, là-dessus, moi, j'aurais peut-être une petite contradiction à opposer à ça, mais bon, on va voir plus tard. Ma per lei era anche importante raccontare la contraddizione della vita decennio per decennio. Il suo progetto era quello di scrivere ogni 10 anni una lettera aperta, una nuova lettera aperta. La lettera aperta è il primo volume che apre questo ciclo. Mais son autre projet, ce qu'elle voulait faire, c'était d'écrire tous les 10 ans, en fait, un livre qui rende compte de la décennie. Et donc, son premier livre s'appelait Lettre ouverte. Et donc, écrire tous les 10 ans une lettre ouverte, mais qui rende compte justement des contradictions d'une vie qui avance, qui se déroule. Per Goliarda la vita era movimento. Parce que pour elle, la vie était mouvement. Ogni 10 anni sapeva che il nostro organismo, la nostra biologia cambia e vede le cose un po' diversamente, conosce altra gente, ha altri amori, altri amici, altri incontri. Elle savait que notre organisme change et que nous avons aussi d'autres façons de voir les choses, il y a d'autres rencontres, d'autres amours, d'autres amis. Quindi ogni anno vedere quello che la vita aveva accumulato e descrivere come il soggetto, cioè lei, vedeva tutto quanto era passato. Voilà, témoigner de ce que la vie avait accumulé pendant une dizaine d'années et voir tout ce qui s'était passé pendant les 10 ans qui venaient de s'écouler. Voleva fare un'autobiografia in fieri. Elle voulait faire une autobiographie en mouvement. Perché di solito l'autobiografia si scrive a una certa età, è vero, quando si pensa ormai di aver capito tutto. Oui, parce que généralement l'autobiographie s'écrit une fois qu'on pense qu'on a tout compris, qu'on sait tout. Però questo porta a falsare il passato, il proprio passato viene o idealizzato o schiacciato su una parete troppo duramente o in qualche modo alterato, cioè si comunica un falso. Ce qui amène à fausser le passé, soit on l'idéalise, soit au contraire on le rejette, on l'écrase, et voilà. Et ça altère complètement ce qu'a été, ce moment-là de la vie. E dunque per raccontare la verità è importante poterla raccontare nei vari momenti della propria vita, in fieri, Donc, con tutte le contraddizioni del mutamento. Et donc, pour écrire le plus véridiquement possible, il faut écrire au fur et à mesure dans le mouvement de la vie, pour porter un témoignage qui ne comporte pas trop ces altérations. Per far questo è necessario mettersi in gioco continuamente, cioè esporsi, come lei fa nelle sue opere, dove c'è lei sempre, ma non con un io, un ego fastidioso, narcisista, ma come una testimonianza esistenziale di un organismo vivente, con le sue contraddizioni. Difficile. Non, donc, oui, c'est un peu difficile, mais donc voilà, il s'agit à ce moment-là, en effet, de se mettre en jeu, de s'exposer, mais pas comme un moi, un ego un peu pénible, mais comme un organisme vivant avec toutes ses contradictions.
Nessun lettore che ha letto sia l'arte della gioia che le altre opere di Goliarda, il ciclo Autobiografia delle contraddizioni, ha mai parlato di narcisismo a proposito di Goliarda. Personne n'a parlé de narcissisme à propos de Goliarda, qu'il ait lu, enfin, qu'on ait lu l'art de la joie ou le cycle de l'autobiographie des contradictions. Eppure il suo io è il più presente di tutta la storia della letteratura italiana. Et pourtant, son moi est le plus présent de toute l'histoire de la littérature italienne. E se vedete bene, lei nel suo ciclo non si racconta mai, cioè non si rappresenta mai. Come Modesta non è mai descritta nell'arte della gioia e il lettore può immaginarsela come desidera. Il faut remarquer qu'elle ne se représente jamais, de la même façon que Modesta n'est pas décrite dans l'art de la joie. On peut imaginer, il y a des éléments, et on peut imaginer à partir de là ce qu'elle est, comment elle est, mais il n'y a pas de description précise. Qui bloque, en fait, qui arrête peut-être l'imagination du lecteur aussi. Altra domanda. On en est l'année dernière. Vulcano. Moi j'en aurais une sur la Sapienza résistante, c'est-à-dire avec un grand R, puisque bon, l'art de la joie c'est Modesta, c'est donc un roman d'apprentissage, surtout le XXe siècle italien, d'une figure féminine qui résiste à toutes les oppressions, dans l'ordre de l'intime, dans le champ politique, voilà, c'est son mode d'être au monde. Goliarda a été comme ça, puisqu'elle était en quête de cohérence. L'université de Rebibbia, ça narre son expérience en prison. Elle a été quelque temps en prison après des vols de bijoux. Donc elle narre cette expérience dans la prison des femmes de Rome. Voilà, je voudrais savoir son héritage familial, qu'on puisse resituer un peu la Sapienza résistante et l'écrivaine de l'émancipation. Lucie vorrebbe che tu parli della Goliarda resistente. Benissimo. L'intimo anche politicamente, questo Sì, Goliarda resistente. Gerusalemme liberata. È un grande tema, Goliarda, ça va sans dire, come dite voi francesi, è stata sempre resistente, tanto quasi nata resistente, perché viene da una famiglia intanto di grandi resistenti che hanno combattuto il fascismo, sono stati perseguitati duramente e hanno fatto una resistenza lunga 20 anni a casa propria, dove sono riusciti a salvare alcuni nuclei di cultura laica, libertaria, socialista, anarchica o umanistica soprattutto, in questa loro casa che era una piccola oasi nel deserto fascista, in una Catania degli anni 30, sinistra e buia, con una luce pazzesca, ma senza alcuna speranza, perché oggi noi sappiamo che dopo 20 anni il fascismo è caduto, ma questo si chiama senno di poi, vero? Vedo che molti di voi capiscono l'italiano, quindi lo so. Va bene, e capisco, concludo e poi il senno di poi, ma pensate a chi viveva in quel momento lì, capisci? Chi viveva 20 anni, per Goliarda il fascismo non sarebbe finito mai, prometteva di durare 1000 anni, i genitori invece le dicevano il fascismo cadrà, perché loro sapevano, la madre soprattutto lo sapeva, conosceva l'uomo, conosceva Mussolini e poi viene prima del fascismo. Je vais essayer de résumer. E poi posso raccontare di nuovo. Non, mais bon, Sempre resistente, oui. la famiglia. Non, mais je sais, oui. Scusa, mi vergogno molto per le nostre... Voilà, Goliarda était en quelque sorte née résistante, car déjà d'une famille qui était antifasciste et qui avait été persécutée d'ailleurs. Ses parents ont été en prison l'un et l'autre souvent, et en danger de mort souvent aussi.
probablement son frère Goliardo, dont on lui avait redonné le nom, dont on lui avait donné le nom, a été tué, assassiné. Bref, à Catane, où vivait la famille de Peppino, Giuseppe Sapienza et Maria Giudice, les parents de Goliarda, ils avaient réussi à garder un noyau de laïcité, de culture, d'humanisme aussi, d'esprit libertaire en plein fascisme, c'est-à-dire dans des années qui étaient extrêmement sombres et dont évidemment à l'époque personne ne connaissait l'issue. Maintenant nous pouvons dire le fascisme allait tomber, mais à l'époque tout le monde pouvait penser aussi qu'il durerait. Les parents de Goliarda étaient persuadés, notamment sa mère je crois, a toujours dit que le fascisme allait tomber. Mais c'était tout de même être sacrément résistant que d'arriver à maintenir cet esprit contraire à pratiquement tout ce qu'était l'Italie à l'époque. Et donc Goliarda effectivement avait un héritage de résistance. Elle a été nourrie de cet esprit-là et l'a développé complètement durant toute sa vie. La sua resistenza continua nella letteratura per continuare a dire la verità. Oui, voilà, sa résistance continue en littérature pour continuer à dire la vérité. Per Goliarda il mondo tende al conformismo. Le monde tend au conformisme. Cioè, ecco, tranne qualche periodo dove la luce illumina uomini e cose, il Rinascimento, le grands siècles françaises, e poi tutto si richiude come una crosta ogni volta, si rifà la crosta dura sulle cose, è necessario romperla. Et sauf dans quelques époques exceptionnelles comme la Renaissance, le siècle des Lumières, où tout d'un coup voilà, la lumière éclaire le monde. Après, comme une sorte de croûte se reforme et il faut la casser de nouveau. E dunque l'autobiografia delle contraddizioni. Et donc, voilà. Scrivere. Écrire pour dire les choses comme elles sont, finalement. Cioè, Goliarda non amava una letteratura di evasione, naturalmente, pure l'amava molto, lei la leggeva e si divertiva, ma si sentiva incapace di scrivere libri d'evasione, voilà, gialli, polizieschi. Elle n'aimait pas la littérature d'évasion, même si elle l'aimait bien pour la lire, ça l'amusait, ça pouvait l'intéresser, mais elle ne pouvait pas l'écrire. Era poi un organismo che era stato formato dai genitori e soprattutto dai fratelli, era stato formato per la lotta, per combattere, perché un giorno sarebbe caduto il fascismo e bisognava essere pronti in quel momento a combattere proprio fisicamente, sparare molto, quindi veniva allenata dai fratelli in terrazza a sparare o a gettarsi da un cornicione con l'ombrello, come un paracadute, oppure per strada nei vicoli di Catania, nei bassifondi, la chiamavano, il fratello la chiamava, Goliarda, e lei non doveva rispondere, perché se si girava sparavano, cioè i fascisti potevano fare questo. Allora lei, pur sentendo la voce del fratello, e che sarebbe corsa verso il fratello ad abbracciarlo, invece doveva andare avanti, zitta, e non rispondere. Goliarda poi partecipò alla resistenza, fu partigiano. Voilà, elle avait été formée en fait au combat, notamment par ses frères, qui lui ont appris la boxe, lui ont fait sauter avec un parapluie en guise de parachute, la faisaient marcher dans les rues de Catane en lui interdisant de se retourner quand il l'appelait, parce que c'était dangereux, évidemment ça pouvait être un piège, lui ont appris à tirer et elle a fait de la résistance au moment de la guerre.
Elle a Ci été sarebbe- dans la résistance. Ci sarebbe tanto da dire, ma forse facciamo notte qui. Voilà. Se volete. Beaucoup de choses à dire, mais bon, on va arriver à la nuit avec tout ça. Est-ce que vous avez des questions? J'aime beaucoup les questions. Una soltanto. Ah, il y en a. Moi j'ai une question. Ecco. Excusez-moi, je parle pas italien. Donc cette famille qui était un héritage merveilleux de résistance, c'était aussi un lieu de pression, d'enfermement, de souffrance pour Goliarda. Moi, Jean Gabin, elle explique bien que finalement l'art, la littérature, ça a été aussi s'inventer quelque chose, s'inventer des vies, c'était aussi un moyen de sortir quand même d'une famille qui, bien que révolutionnaire, était patriarcale et aussi une forme d'enfermement. Questo gioca bene. No, no. La famiglia era certo un nucleo di resistenza, però era anche un po' una prigione, con donna, e lo dice un po' Sì, io sai Jean che Gabin. io Jean Gabin un po' dice così, come ha detto bene la signora. Ouais. Ma attenzione, Goliarda amava la famiglia, ma l'amava a suo modo, la fa nuova nell'arte della gioia, costruisce una sua repubblica, vero? Modesta fa una comunità che supera i termini della famiglia tradizionale, come non era famiglia tradizionale la sua, perché erano due tribù che si sono unite, no? Il padre e la madre, come la famiglia di hippie degli anni 20. Effectivement, Goliarda aimait la famille, mais comme on le voit dans l'art de la joie, il construit une sorte de république, enfin une sorte de, voilà, une famille tout à fait nouvelle. Bon, je peux peut-être répondre aussi à ce sujet, parce que je pense qu'en effet, de toute façon, ça apparaît aussi dans Il filo di mezzogiorno, dans le fil de midi, Goliarda a un rapport là aussi contradictoire, cohérent et contradictoire avec sa famille. Elle adorait sa mère, mais sa mère était une figure absolument écrasante. C'était une grande figure politique finalement en Italie, et il a fallu effectivement, je pense, que Goliarda échappe à ça, enfin, d'une certaine manière échappe à ça. D'ailleurs, elle a attendu quand même la mort de sa mère pour oser écrire. Elle a attendu des années avant d'oser se mettre à écrire, parce que pour elle, très bizarrement d'ailleurs, parce que sa famille avait un respect immense pour tout ce qui était artistique et littéraire, mais pour elle c'était un acte bourgeois, et elle avait l'idée qu'elle de toute façon n'avait le droit d'écrire que sur les déshérités. Selon moi, son coup de génie, mais vraiment, donc, qui était plus profond qu'elle-même, en tout cas que son moi, dans l'art de la joie, ça a été d'écrire sur une déshéritée, effectivement. Modesta est une fille du quart-monde, sauf qu'elle devient princesse, c'est-à-dire qu'elle a subverti complètement, elle a à la fois obéi à ce qu'on lui demandait et subverti totalement ce qu'on lui demandait dans l'art de la joie. Elle n'écrit pas un roman édifiant, grâce à Dieu, elle écrit le contraire d'un roman édifiant, où toute l'idéologie, enfin dans le bon sens du terme, toutes les valeurs de sa famille sont reprises en compte, et en même temps, qui est un roman entièrement subversif, en effet, qui a fait sauter en l'air toute l'édition italienne, ne serait-ce, je pense, que par le traitement qu'elle inflige à la famille dans ce livre. Et il faut quand même voir aussi que dans l'art de la joie, Goliarda tue trois figures de mère. Goliarda, Modesta. Modesta tue sa mère, elle tue Leonora, et elle tue Gaïa. Trois figures de mère. Et c'est à partir du moment où elle a tué, elle est responsable, complètement responsable de ces trois morts, c'est à partir du moment où elle tue ces trois figures maternelles qu'elle est complètement libérée. Et ça, je pense que ça parle quand même de quelque chose par rapport à sa propre mère. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'elle ne va pas dire « Ah, ma mère, elle était épouvantable ». Non, elle adorait sa mère. Elle aime sa mère jusqu'au bout, elle ne cesse de le répéter, mais elle sait aussi, au fond d'elle-même, qu'elle a réglé quelque chose de très, très difficile avec cette figure tutélaire.
Et voilà, et je pense que ça, effectivement, ça dit que cette famille qui lui a apporté énormément, qui a fait d'elle ce qu'elle était en partie, en effet, cette femme née pour la résistance, cette famille l'a également opprimée quand même, comme peut-être toute famille opprime d'ailleurs. Et surtout quand il y a des gens extraordinaires. Et il y avait des gens extraordinaires dans sa famille. Donc c'est d'autant plus difficile de se débarrasser en quelque sorte de de la totalité de cette influence. Il y a des influences qu'elle a gardées et l'art de la joie est nourri aussi de l'expérience de sa mère, mais subverti. C'è un romanzo di Goliarda che si chiama Lettera aperta, dove lei, pur ammirando i genitori che erano due eroi dell'antifascismo, ha avuto il coraggio di metterli, diciamo, a fuoco, rifiutando molti aspetti anche di loro, cioè non facendo esaltazione retorica partigiana oppure del reducismo vario, ma no, rivelando quanto anche di fascista c'era nei genitori, che erano assolutamente antifascisti, però lo stile di vita, il modo di essere in tante cose, per Goliarda anche quello andava rifiutato, i giovani dovevano ormai rifiutare anche quello. Molto coraggio. Dans Lettre ouverte, justement, en effet, elle parle de son enfance et de sa toute première jeunesse, de son adolescence, et donc de ses parents. Et au lieu de les exalter, d'en donner une image complètement idéalisée, et tout en encore une fois, elle n'a jamais rejeté ses parents, mais elle met à jour des comportements, enfin, d'une certaine manière, elle dénonce quelque chose de secrètement, souterrainement, quasiment fasciste en eux aussi, dans certaines de leurs façons d'être, et probablement, peut-être aussi dans leur dogmatisme. D'accord. Bon, ça va. J'ai l'accord de... Une autre question, bon, Vous avete letto, vous avez lu de la joie? Quelle question autour de la joie? Ou d'autres choses. Moi, j'ai envie de dire quand même quelques mots, puisque je viens, puisque les certitudes du doute viennent d'être publiées, et que Lucie parlait de cet archipel, justement. Et finalement, on n'a pas repris le terme, mais je pense que c'est un terme très juste pour l'œuvre de Goliarda. Parce qu'il y a cette grande île, ou montagne, je ne sais pas, qu'est l'art de la joie, qui est certainement en effet son chef-d'œuvre, mais autour des petites îles qui méritent d'être visitées. et après le témoignage de l'université de Rebibbia, où elle parle donc de son expérience de la prison, où d'une certaine manière elle renaît, après une période difficile, elle retrouve une société, une vérité dans les rapports humains qui finalement lui redonne de l'énergie. Donc il y a les certitudes du doute qui est un peu comme le fil de midi est une suite, un écho à Lettre ouverte. Donc ça c'est le cycle autobiographique. Hein. Premier et second livre, et troisième et quatrième livre. Quatrième livre, les certitudes du doute, qui est un livre très étrange, où elle raconte ses retrouvailles avec des compagnes de prison, et notamment une certaine Roberta, dont il a été question à la fin de l'université de Rebibbia, qui est une politique. Et Roberta, elle la retrouve, et elle est complètement subjuguée par Roberta. Goliarda, qui a toujours eu un rapport extrêmement complexe aux femmes, finalement. Un rapport qui est
quasi amoureux alors qu'elle s'intéresse beaucoup aux hommes aussi, et elle vivait avec Angelo d'ailleurs à l'époque. Mais on voit ce rapport de fascination, en quelque sorte, pour cette jeune femme, qui est aussi peut-être une image d'elle, enfin, qui pourrait être une image d'elle-même plus jeune si elle avait vécu dans une autre génération. Et en même temps que Roberta, on la suit dans une vie d'une Rome souterraine, enfin, et surtout de ces groupuscules finalement gauchistes, enfin de gauche, qui étaient extrêmement persécutés à leur tour par la société italienne. Et on n'a pas l'habitude d'entendre parler ni de Rome, ni de cette période italienne par ce regard-là. Et je trouve que de ce point de vue, entre autres, les certitudes du doute est extrêmement intéressant. Et il est intéressant aussi par cette espèce d'étrangeté de rapport que Goliarda décrit avec cette Roberta, qui finalement, d'un possible amour, devient un enfant. Ça finit par Roberta, mon enfant. Par ces mots, Roberta, mon enfant. Et donc, une fois de plus, d'ailleurs, on voit que Goliarda, qui n'a pas eu d'enfant, était très attachée à ce type de lien. Très particulier aussi, en effet, chez elle, comme tout le reste, mais important et existant. À quelle époque a-t-elle été en prison? Dans les anni 80. Quanti anni aveva? In che anno è stata In che anno o quanti anni carcere? No, Anche. a quanti anni? Alla Anni fine 80. dell'80, 1980, À la fin des années 80. 80. Ouais. Enfin, c'était les années de plomb. Aveva 56 anni. Oui. Ça a continué. Par la prison, par l'emprisonnement. 56 anni. Et elle avait 56 ans. Oui, pardon. Moi, je voulais vous poser une question qui a rapport à la situation de la personne qui écrit. Oui, Est-ce que dans la situation limite, la situation de la prison, oui. ne permet-elle pas aux hommes ou aux femmes, effectivement, d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes? C'est la question que je me suis Bah, on peut posée. se poser En la lisant question avec son Jeune livre, c'est la question que je me suis posée parce que je l'ai découvert au travers d'un article dans le Monde des livres. Oui. Donc ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. Je dis je vais l'acheter et je verrai ce que ça vaut. Parce que la critique était excellente. Il faut découvrir et il faut lire. Il faut lire. Donc j'ai lu, j'ai fort apprécié, donc c'est pour ça que ce soir je suis ici. Et donc je me disais, est-ce que ces situations limites ne permettent-elles pas aux hommes et aux femmes effectivement d'être vraiment eux-mêmes, c'est-à-dire il n'y a plus de vernis, là il n'y a plus rien, quoi. C'est les hommes vraiment jusqu'au plus profond Bah, d'eux-mêmes. c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Je pense qu'elle n'a pas attendu la prison pour arriver à aller jusqu'au bout d'elle-même. Mais il y a quand même quelque chose de très curieux, enfin très étrange, littérairement parlant. Enfin, j'aime pas beaucoup le mot de littérature parce que je trouve que ça fait enfin, pas trop, je trouve que ça ressemble pas trop à Goliarda. Mais enfin bon, laissons tomber. Ça, c'est mon idée personnelle. Mais c'est que dans l'art de la joie, elle raconte un passage en prison avec une véracité absolument extraordinaire. Et en fait, elle y est allée après. Sauf qu'elle devait avoir entendu sa mère parler beaucoup de ces moments d'emprisonnement, et c'était une réalité qu'elle découvre dans l'université de Perugia. On voit quand même le choc d'arriver réellement en prison. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'au fond, elle avait ça en elle-même, elle savait déjà un certain nombre de choses. Et c'est probablement aussi ce qui lui permet de vivre bien cette expérience. De toute façon, elle voulait aller en prison. Elle voulait. C'était une expérience nécessaire. Comme Angelo le rappelait hier, dans la famille de Goliarda, on disait on ne connaît une société que si on connaît ses prisons, ses hôpitaux et ses asiles. Voilà. Et donc elle a connu un peu cet envers très révélateur de la société italienne de l'époque. Mais je pense que oui, en effet, la prison, l'emprisonnement, la claustration peut-être aussi d'ailleurs, permet d'aller jusqu'au bout de soi-même. Et je pense que c'est pas je passe à autre chose, mais vous m'y faites penser par votre question. Je pense que c'est pas un hasard
si Goliarda est rarement allée aussi loin en elle-même que dans la claustration qu'elle s'est partiellement imposée pour écrire l'art de la joie. Là, c'est pas la prison, c'était autre chose, mais le fait de laisser la société, mais j'entends la société mondaine, parce qu'elle a toujours eu un rapport, comme là aussi le rappelait Angelo hier, avec des amis. C'était pas quelqu'un qui vivait en ermite. N'empêche qu'elle a passé des heures solitaires, 10 ans, quand même dans une grande solitude au départ. Après, elle a rencontré Angelo, c'était moins solitaire, mais malgré tout, 10 ans d'enfermement en elle-même pour écrire l'art de la joie. Et je pense que c'est grâce à ça qu'elle est arrivée à aller aussi loin en elle-même et dans des racines que son moi ignorait même, mais qu'elle a découvertes, qu'elle a déterrées en quelque sorte par ce moyen-là. Je pense que, je suis sûre, que vivre une vie, disons, mondaine, dans le sens large du terme, est extrêmement mauvais pour écrire. Est-ce qu'elle a été en analyse? Oui. Oui, elle le raconte dans Le Fil de Midi. Une analyse fort particulière. D'ailleurs, vous le verrez si... de toute façon, le livre existe. Il a été édité chez Viviane Ami. Alors, sous le titre que je récuse complètement, qui est Le Fil d'une vie, ont été réunis Lettres ouvertes et le fil de Midi. Les 2 premiers livres autobiographiques. Vraiment, directement autobiographiques. Et donc, Le Fil de Midi raconte son analyse, qui a été une analyse très très atypique, avec un psychanalyste peu orthodoxe. Mais je pense que les analystes italiens ont la réputation d'être peu orthodoxes. Oui. Mais il était... D'ailleurs, Vous avez des expériences diverses? Pas d'analyste. Voilà, oui. Mais j'en ai entendu parler. Elle dit qu'elle doit beaucoup à l'analyse, et à cette découverte-là, mais il faut quand même se souvenir de la figure de Joyce dans l'art de la joie qui n'est pas particulièrement positive. Altra contradizione. Moi, tant que vous parliez de la mère et tout, la question me venait. Oui. Peut-être c'est pas possible autrement. Oui. Mais voilà, j'avais fait une préface à ces 2 livres, et donc c'est ça qui m'a fait me repencher beaucoup beaucoup sur l'art de la joie, où je trouve que les 2 premiers livres de Goliarda donnent des pistes sur l'art de la joie. Et elle renverse de son socle aussi quand même le psychanalyste. Ni Dieu ni maître. Alors, c'est amusant quand même ce que vous disiez sur la claustration et l'écriture. Moi, ça m'a directement fait penser à ce titre de Jorge Zenplum, l'écriture ou la vie. Oui. Qui est aussi un récit autobiographique d'expériences extrêmes. C'était vraiment, le lien était évident. Alors, Goliarda disait, d'ailleurs, il me semble, que c'était terrible l'écriture, parce que malgré tout, ça empêchait partiellement de vivre. Mais, comme le rappelait Angelo, elle n'a quand même jamais cessé de retrouver des amis le soir, de passer des soirées avec eux. N'empêche, elle a quand même consacré des heures et des heures et des heures à vivre recluse d'une certaine façon, mais dans une ouverture extraordinaire, une ouverture qu'on ne peut pas connaître autrement, selon moi. Et Angelo parle même de discipline militaire, donc en tout cas s'il y a une autre catégorie de personnes qui peut connaître ça, c'est vrai, il parle de ça. Paradoxalement, ce sont les militaires. Oui. Moi, je parlerai de discipline conventuelle. C'est dur, mais quand même, on peut y penser. Les matinées et tout, les verres, pour lui dire, c'est le rythme. Non, mais il
il y a quand même un rythme dans la poursuite de l'écriture, un rythme extrêmement, une discipline très grande, un rythme régulier. Et en effet, une sorte d'enfermement obligé. Bon, à côté de ça, évidemment, c'est autre chose, mais n'empêche, je pense qu'il y a dans le fait de s'enfermer quelque chose qui ouvre à des dimensions qu'on ne connaît pas nécessairement si on vit comme tout le monde. Une question à monsieur. Est-ce que vous étiez pendant l'écriture de l'œuvre, est-ce que vous étiez directement associé? Parce que vous avez dit à un moment donné que Madame Sapienza vous a demandé de relire après, mais pendant qu'elle écrivait, est-ce qu'elle discutait aussi, est-ce qu'elle vous parlait de son livre, est-ce qu'elle vous demandait votre avis? Ti chiedeva il tuo parere su quello che scriveva o allora il tuo lavoro è incominciato quando ha finito di scrivere? Quando ho incontrato Goliarda era arrivata a poco più di metà del romanzo. Oui, voilà, elle était arrivée la moitié, un peu plus de la moitié. Prima del mio arrivo leggeva tutti i pomeriggi a Pilù. Avant de rencontrer Angelo, tous les après-midi, en fait, elle lisait à une amie beaucoup plus jeune qu'elle, qui s'appelait Pilou, et elle lisait ce qu'elle avait écrit, et c'était un peu, c'est important aussi, je pense, hein, c'était un peu l'écho, vous voyez, si ça convenait, si ça passait, et après, c'est Angelo qui s'est substitué à Pilou. C'est intéressant parce qu'en fait la claustration, c'était pas la claustration conventuelle, exigeait quand même, laissait quand même une place pour un miroir, bien sûr, un retour. Non, bien sûr. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je disais, elle ne vivait pas en ermite non plus. Hein. Mais la manière dont Angelo décrivait l'état dans lequel Goliarda revenait de ces moments d'écriture, dans la première préface au livre, c'était très frappant, parce qu'elle revenait quand même dans un état second. Ce qu'on imagine d'ailleurs en lisant L'Art de la joie. C'était pas possible que ça se passe autrement. Et après, en effet, il y avait le rapport avec les vivants. Mais le rapport avec les vivants exigeait, pour devenir le plus intense possible, pour quelqu'un qui écrit, exige, je pense, qu'on se coupe un moment de tout ce qui vous entoure. Et peut-être que c'est je pense sérieusement que c'est la nécessité pour dépasser les limites. Ne serait-ce que parce qu'on a comment dire ça? J'allais dire une pudeur. Quelque chose qui empêche, qui retient naturellement d'aller aussi loin que ce qu'on peut aller en écrivant, et notamment quand on écrit quelque chose comme L'Art de la joie. Et pour franchir ça, il faut peut-être se sentir d'une certaine manière protégé de tout. Et à ce moment-là, on a une audace complète. Un peu comme, en effet, comme quand on se retrouve en prison dans la vérité nue de l'être. Peut-être qu'on peut continuer la conversation de façon plus informelle. Oui. Merci Nathalie, merci Angelo. Merci Lucie. C'è qualcuno qua che ha una domanda? Merci à tous, je do solo, se posso parlare italiano, un'intervista che all'epoca appena uscita di carcere ha fatto Enzo Biagi a pochi minuti, sono su YouTube, questi miei penso che sono dovunque, e mi ha sorpreso la fatica che faceva a dimostrare che si poteva essere, non dico felici, ma stare bene in carcere. E tutti quelli che erano attorno non si capacitavano, non riuscivano a capire, e Enzo Biagi per il primo,
carcerario. È chiaro che il nostro sistema carcerario è uno dei peggiori come istituzione, no? Dove si vive in sovraffollamento. E lei riusciva con tanta semplicità a dire: ma io ci sono stata bene, ho cercato di andarci, di starci, perché so che... come dicevate prima, cercava di spiegarmi, però non era capita, cioè chiaramente, assolutamente, e questo è proprio due piani completamente diversi. E cercava di capire, e lei stessa diceva: no, non ero felice, ma stavo bene. E quello che spiegava, e lo dice anche nelle certezze del dubbio, mi ha colpito molto quello che ha scritto proprio della sua esperienza. Io ho cominciato da quel libro lì, non ho cominciato da... Sì, sto rovesciando tutto. Va bene. Esatto. Rovesciare è molto bello, talvolta. Ho anche iniziato arte della gioia, perché vado un po' in parallelo, sono un po' strano. E dice appunto che questo stato di chiusura, vado piano perché non tutti forse, potenziava al massimo questa eliminazione della realtà, separazione della realtà, realtà che viene tagliata fuori, dava maggiore sicurezza a tutti gli spiriti vitali e riportandoti all'esuberanza, e questo è molto bello, dell'adolescenza. A me sembra che questa donna sia rimasta adolescente fino alla fine. È vero, è possibile questo, cioè perché arriva allo slancio, la ricerca della purezza, del sentimento e dell'idea, no? Questo è assolutamente vero, sì. Quindi, Forse tu conosci questo pezzo di YouTube? No. A cui si riferisce, è molto bello, è su YouTube, lo puoi vedere quando vuoi. Se vuoi tradurre qualche cosa per loro, io posso intanto dire però che la signora si riferisce a un passaggio su YouTube, intervista di Enzo Biagi, un famoso giornalista italiano, a Goliarda dopo l'uscita da Re Bibbia. L'argomento era che cosa è il carcere. Biagi ha invitato Goliarda Sapienza, perché c'era stata dentro, e fra lui, Biagi e Goliarda nasce un curioso dibattito, un curioso battibecco, ma molto originale, che fa capire molte cose sia di Goliarda Sapienza che del conformismo, insomma. Goliarda sosteneva che il carcere aveva ritrovato se stessa, come è stato anche per Julian Sorel nel Rosso e Nero, e invece Biagi diceva: ma com'è possibile che il carcere è bello, eccetera. Io non sono stato felice in carcere, ma sono stato bene, ho ritrovato me stesso, ho ritrovato anche miei simili, intelligenze uccise dalla società spesso. Vabbè, ora vediamo di Non, y a-t-il besoin d'une traduction Oui, alors, oui, en fait, madame, donc vous parlez, et Angelo reprend Che tu però non hai visto. No, non l'ho visto. Alors, en effet, une petite interview qu'on peut voir sur YouTube où Enzo Biagi, un célèbre journaliste, interviewe Goliarda à sa sortie de prison. Et il n'arrive pas à comprendre. Elle lui dit: non, mais j'étais pas heureuse en prison, mais j'étais bien. J'étais bien parce que je me suis retrouvée moi-même. Et donc, lui ne comprend pas. Voilà, ils sont sur deux plans complètement différents. Impossible, voilà, comme ça. Et puis, donc, Madame a ajouté, demandé si Goliarda n'avait pas été, en fait, adolescente jusqu'à la fin de ses jours. Et Angelo dit, oui, absolument. Elle a été adolescente dans le sens où elle retrouve une espèce d'exubérance et de liberté, d'exigence peut-être aussi d'ailleurs, qui appartient plus à l'adolescence qu'à l'âge adulte. Voilà, enfin j'ai résumé. Et les alternances de joie, de tristesse aussi, oui. Oui. Fra me e Goliarda c'era una differenza di 20 anni. Lei era la giovane, io ero il vecchio. Voilà, il y avait une différence de 20 ans entre eux, mais c'est Angelo qui était le vieux et Goliarda qui était l'âge. C'était ça la source du génie aussi. Bah oui. Oui. Che è la fonte del genio, l'adolescenza.
permanenza dell'adolescenza o dell'infanzia. Merci à tous. Je vous rappelle que les livres sont en vente en français ou en italien à l'étage. Vous pouvez passer à la salle à côté si vous souhaitez un rafraîchissement. Merci, vos chefs.